Il est 8h37, notre invité ce matin, Olivier Faure. Bonjour. Bonjour. Le nouveau patron du PS, vous êtes député de Seine-et-Marne, futur premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous êtes heureux? Un homme heureux? Fier. Conduire ce parti? Fier parce que c'est un parti dans lequel je suis rentré, j'avais 17 ans. Oui. C'est un parti que j'aime, qui a été celui qui a été à l'origine de toutes les grandes conquêtes du XXe siècle. Au XXIe, il lui reste à faire ses preuves, mais je crois profondément aux valeurs qu'il porte depuis toujours, qui sont celles de l'émancipation, qui sont celles de la dignité humaine, de la lutte contre les inégalités. Et pour moi, ces messages-là n'ont pas d'âge. Ils ont vocation à continuer à gouverner l'humanité. Et donc, je suis effectivement très fier. Je sens aussi le poids que ça représente, parce que c'est pas facile. Ça va être compliqué. On a reconquête, renaissance. Bon, ça fait une renaissance. Oui. Voilà, parce que effectivement, nous avons beaucoup déçu aussi. Et donc, il faut maintenant convaincre que nous avons changé, que nous savons changer et que nous allons reconstruire avec les Français eux-mêmes. Donc, c'est l'œuvre des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années même, parce que rien ne se fait en 2 jours. Tiens, justement, est-ce que vous irez manifester le 22 mars, jeudi ? Oui, j'irai manifester avec les usagers, avec les cheminots, pour défendre une vision du service public. Parce que je crois que, effectivement, la SNCF a des difficultés, il faut en discuter, mais on ne discute pas avec un ultimatum. On négocie, et donc on le fait avec des interlocuteurs qui sont les syndicats, avec les partis politiques qui sont présentés à l'Assemblée. Il y a un plan à imaginer pour la SNCF, mais pas celui-là et pas comme ça. Pas avec un pistolet sur la tempe, avec l'obligation de discuter avec un gouvernement qui de toute façon a déjà fait ses choix. Déjà fait ses choix, nous tiendrons, dit Bruno Le Maire, je vais y revenir. Vous allez manifester avec les écologistes, avec Pierre Laurent, le Parti communiste, avec Olivier Besancenot. Ça ne vous gêne pas, bras dessus, bras dessous. Et peut-être avec Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas. D'ailleurs, vous l'appelez à venir vous rejoindre? J'espère que, mais je pense qu'il y sera. Et comme je pense que les insoumis y seront. Oui. Ce que je vous dis, c'est pas que moi je viens pas manifester avec telle ou telle formation de gauche. Je viens derrière des formations syndicales qui, elles, ont fait le choix d'appeler. Et donc, je viens en soutien. Je ne suis pas celui qui organise. Et d'ailleurs, ce serait ubuesque de voir des formations politiques chercher. Mais le Parti socialiste va participer à cette mobilisation. Participer, cautionner, faire en sorte de dire qu'effectivement, on ne peut pas être dans un moment comme celui-là à ne pas défendre le service public, parce que il est aujourd'hui menacé par... Mais en quoi ? Il est menacé par un gouvernement qui, visiblement, a complètement écarté l'idée d'un service qui se rende indépendamment de la question de la rentabilité. Vous l'avez vu sur les petites lignes. Ils ont fait semblant de reculer. Mais pourquoi faire? Pour simplement transférer aux régions la charge de ces petites lignes, en sachant très bien qu'elles n'en ont pas les moyens, et donc ils leur ont transféré la charge des mauvaises nouvelles. Et donc voilà un gouvernement qui est très idéologique en réalité, y compris que s'attaquer au statut des cheminots, parce qu'ils seraient des privilégiés. Mais vous avez remarqué, Jean-Jacques Bourdin, que les privilèges pour Emmanuel Macron, c'est le petit cheminot à 1 500 €, c'est le retraité à 1 200 €, c'est le fonctionnaire parce qu'il a la garantie de l'emploi. C'est toujours le petit. En revanche, le vrai privilégié, lui, il passe à travers les gouttes, si je puis dire. En fait, lui, il a la baisse de l'impôt sur la fortune. On lui fait la flat tax qui lui permet de vivre de ses dividendes et d'être imposé sur le revenu à un niveau moins élevé que celui qui est à peine au-dessus du SMIC. Voilà la réalité de ce gouvernement. Et voilà pourquoi on a besoin aussi d'une gauche qui se ressaisisse et qui porte l'alternative, parce qu'il n'est pas possible, pas imaginable de continuer à vivre selon des dogmes qui sont les dogmes néolibéraux qui font tant de mal depuis 30 ans. 48 milliards d'euros de dette à la SNCF, que feriez-vous? Que feriez-vous? Ça, c'est vous réformeriez? C'est le vrai sujet. Alors, nous avons commencé à réformer dans le précédent quinquennat, vous l'avez remarqué. Nous avons cherché à préparer... La dette n'a pas été réformée, elle, hein? La dette n'a pas été réformée, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que la question aujourd'hui principale, c'est pas le statut des cheminots, qui ne sont pour rien sur cette dette. La dette, elle résulte de choix d'investissement. Vous ne toucheriez pas au statut des cheminots? Vous ne toucheriez pas à leur régime de retraite? Moi, je dirais une seule chose, je dirais que soit on touche
à ce régime-là, dans ce cas-là, on touche à tous les régimes. Pourquoi est-ce qu'on touche à des gens qui sont des gens modestes et pourquoi on ne touche pas aux fonctionnaires? Pourquoi est-ce qu'on ne touche pas aussi à ceux qui ont les grandes fortunes? Donc, moi, je veux bien qu'on se pose la question, mais la question globale. Vous êtes favorable à la remise en cause de tous les régimes spéciaux de retraite? Moi, je suis favorable à l'idée que nous fassions plus juste. Pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui des régimes spéciaux? Parce qu'il y avait des métiers qui étaient des métiers particulièrement pénibles et donc qui supposaient d'avoir un régime particulier. Qui perd de l'argent d'ailleurs. Quand on meurt plus tôt, c'est l'État qui paie. Jean-Jacques Bourdin, quand on meurt plus tôt, il est logique qu'on parte plus tôt. Est-ce que ces métiers-là ont changé? La réponse est oui. Est-ce que ça suppose éventuellement de corriger tout cela? Pourquoi pas? Mais ça suppose de le faire pour tous les métiers. Ce que je regrette, c'est que ce gouvernement-là n'est pas un gouvernement juste. S'il voulait l'être, il dirait il y a des problèmes de pénibilité dans ce pays. Et donc, on pose tous les problèmes de pénibilité et après, on voit sur qui on met de l'argent. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il a reculé sur le compte pénibilité dans la loi Pénicaud. Et maintenant, le voilà qui veut retirer, en fait, les avantages dits acquis à des personnes qui, en réalité, sont des gens modestes. Et donc, moi, je veux bien qu'on touche aux privilèges, mais qu'on touche à tous les privilèges. Parce que ce gouvernement, pour l'instant, on voit bien qu'il a pour unique objet de sa pensée une obsession qui est le petit, celui qui, finalement, on peut présenter comme bouc émissaire à une opinion publique qui cherche en permanence, qui est celui qui profite. Mais ceux qui sont vraiment les profiteurs, ceux qui sont dans l'évasion, dans l'optimisation fiscale, ceux qui, aujourd'hui, bénéficient des largesses de l'État, ceux-là, on n'y touche pas. Oui, ce n'est pas du tout un gouvernement de gauche pour vous, parce que j'entends les critiques à droite qui disent que ce gouvernement est un gouvernement qui succède à François Hollande et que le président de la République, finalement, n'est que la continuité de François Hollande. La popularité d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe qui s'effrite, ça vous surprend ? Compte tenu de ce que je viens de vous dire, ça ne me surprend pas. Comprenez qu'un retraité qui a 1200 euros de retraite par mois, on lui dit que lui est un privilégié. Alors que celui qui... Vous n'auriez pas augmenté la CSG? Ah non, absolument pas. Et nous avons présenté un contre-projet pendant la loi de finances qui montrait qu'on pouvait faire différemment, qu'on pouvait éviter de ponctionner sur les retraités pour pouvoir faire en sorte de donner du pouvoir d'achat aux salariés. Oui. Et donc, c'est toute la difficulté, c'est qu'on ne peut pas... Vous vous rendez compte que... on en vient de faire quand même un cadeau de 5 milliards par an. Ça fait 25 à 30 milliards sur 5 ans pour les grandes fortunes. Pour pouvoir, dans le même temps, comme dirait le président, faire en sorte que ces 30 milliards, en fait, ils sont ponctionnés en réalité sur les retraités, sur la CSG. Parce qu'on dit que c'est pour les actifs, mais faites la comparaison. C'est 4 milliards et demi qui sont ponctionnés sur les retraités. C'est 5 milliards par an qui sont donnés aux grandes fortunes. Vous ne faites pas l'un, vous n'avez pas besoin de faire l'autre. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que les retraités sont montrés du doigt? Ça veut dire qu'il y a une volonté de creuser d'établir des clivages dans la société française, selon vous, de la part du gouvernement? Cette volonté-là, mais fait, on est en train d'opposer des catégories entre elles, mais pas les bonnes. Moi, je comprends. Sauf que la taxe d'habitation va être supprimée. Ah ben, attendez, c'est pas encore fait, et par ailleurs, c'est toujours plus tard. Et puis, il y a beaucoup de... Que les salaires des salariés augmentent, dont on parle. Que le chômage baisse, Olivier Faure. Oui, le chômage baisse, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est lié à la politique qui est conduite aujourd'hui? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a parfois des dividendes qui viennent en retard? C'est l'héritage de François Hollande? C'est l'héritage d'une majorité et de François Hollande qui ont quand même travaillé pendant les 5 années qui ont précédé. Mais je ne cherche pas à tirer la couverture à nous. J'aimerais simplement qu'on puisse à certains moments reconnaître et qu'on ne soit pas dans cette politique, cette vieille politique qui consiste à toujours reprocher aux autres le bilan, l'héritage, et ne jamais voir ce qu'on peut en tirer aussi. Emmanuel Macron voudrait être la rupture. Il ferait mieux de dire qu'il y a parfois des choses qu'il a approuvées en son temps et qui aujourd'hui... Est-ce qu'il réforme trop et trop vite? Je ne sais pas s'il réforme trop, mais il réforme mal. Ce qui est différent. Regardez ce qu'il fait sur l'assurance chômage, sur la formation, sur le travail. Sur l'assurance chômage, on va attendre les mesures, mais sa volonté, c'est de sanctionner plus durement ceux qui ne font rien pour retrouver du travail. Mais commençons déjà par le commencement. Au départ, cette réforme de l'assurance chômage, elle avait pour objet de dire à vous et moi, si vous voulez démissionner tous les 5 ans, vous pouvez le faire. Et vous bénéficierez de l'assurance chômage. Vous êtes indépendant, vous pourrez là aussi bénéficier de l'assurance chômage. Donc élargir les cas où on pouvait être indemnisé pour permettre à des gens qui sont en difficulté professionnelle de faire des choix professionnels différents. Le résultat, c'est quoi?
c'est qu'il y en a 30 000 par an qui pourront bénéficier. Vous savez qu'il y a 1 million de personnes qui, chaque année, démissionnent. Donc, on est en train de traiter la goutte d'eau dans l'océan. Maintenant, je vois qu'effectivement, la question, c'est de dire qu'on va sanctionner davantage les chômeurs. On va les contrôler. Bon, le contrôle, je comprends il faut éviter la fraude. Mais comment est-ce qu'on va contrôler ? Comment est-ce qu'on va contrôler ce qu'est l'offre raisonnable d'emploi ? Comment est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui n'est pas mobile, eh bien, vous n'avez pas le choix, vous allez prendre le boulot qui est à 200 km de chez vous, alors qu'il a sa femme ou son mari qui travaille à côté, qui n'a pas les moyens de déménager, qu'il a ses enfants qui sont scolarisés. Comment est-ce qu'on fera si le nouveau boulot qu'on lui propose est un boulot qui est à 25%, à un montant moins élevé que ce qu'il gagnait auparavant, alors qu'il a des traites pour sa maison, qu'il a des traites pour sa voiture? C'est pas si simple. 2 décisions gouvernementales. La première, les 80 km/h sur les routes nationales, vous approuvez ou pas? Non. Non? Non, vous je non pense plus. que... Non, je pense que je comprends l'objet. Je suis moi aussi pour la sécurité Donc à routière. 90, on gagne 2 minutes sur 40 km. Mais non. Non, d'abord il faut que... Oui. Les lois, quand elles sont mal ficelées, elles ne sont pas respectées. Et c'est plus dangereux encore. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne respectent pas ces limitations de vitesse quand ils ne les comprennent pas. Oui. Donc il y a des trajets sur lesquels... Ça, c'est comme les 35 heures, hein, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas si la comparaison... Vous étiez conseiller de Martine Aubry, me Oui, c'est vrai, mais attendez, je vais vous d'abord vous répondre. Si vous voulez, je vous réponds sur les 35 heures, mais d'abord sur les 80 km/h. Oui, moi, je souhaite que la décision soit adaptée au trajet et donc que l'on puisse remettre au département cette capacité à choisir les tronçons qui sont à 80 et ceux qui sont à 90. Pourquoi ? Parce qu'il y a des endroits qui sont véritablement accidentogènes et sur lesquels on doit porter l'effort et arriver par cette seule limitation à dire aux gens attention, ici c'est alors dangereux. on devrait faire ça pour 110, pour 130, pour aussi, pourquoi pas ? Il y a des trajets qui sont plus dangereux pour que d'autres. 50, pour... Eh bien, c'est ce qu'on fait souvent sur 50, 30, 90, 80 sur le périphérique. Ça a été un des jour choix. 100, puis 120, puis non, mais c'est compliqué tout ça. Hein. Alors, c'est compliqué, c'est pas si compliqué que ça quand même. Non, mais je vois pas en quoi ça vous gêne, passer de 90 à 80. Je dis simplement qu'il y a des trajets sur lesquels ça ne se justifie pas. Moi, ce que je vois dans le monde rural notamment, dans le monde périurbain, je prends ma voiture souvent et je suis dans la grande couronne. Oui. Je regarde les voitures qui me passent devant et je peux vous dire qu'elles roulent souvent au-delà des limites autorisées parce que 90 ou 80, ça ne change rien, quoi. Eh bien, je pense qu'il y a des trajets sur lesquels ça se justifie pleinement, d'autres ça se justifie pas. Bon, la réforme constitutionnelle, diminution du nombre de députés sénateurs, nombre de mandats limité à 3 consécutifs, 60 députés sur 400 élus à la proportionnelle, ça vous va ? Ça vous convient ? Non. Non plus. Vous ne voterez pas ? Non, je ne voterai pas. Je pense les socialistes ne voteront pas cette réforme constitutionnelle ? En l'état, non. Moi, je suis là encore pour la réforme. Je souhaite que ça marche mieux. Je souhaite un rééquilibrage des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Je souhaite que les Français puissent faire irruption dans la vie démocratique. Parce qu'il n'est pas normal que ce soit des intermittents de la démocratie et qu'ils ne puissent pas interagir avec nous pendant les 5 années où nous sommes élus. Mais cette réforme-là, elle a quel objet, Jean-Jacques Bourdin ? Elle a pour unique objet, pour l'instant, de réduire les droits du Parlement, même y compris réduire le droit d'amendement des parlementaires, ce qui est une grande nouveauté. Pas certain que ça soit retenu. Nous verrons le texte. Pour l'instant, c'est dans le projet. Oui. Et c'est pas parce que ça ne pourrait ne pas l'être que ça n'est pas fou de l'avoir même imaginé. Si ce n'est pas retenu, cette limitation du droit d'amendement, vous ne voterez pas quand même ? Non, je vais vous dire pourquoi. Moi, vous ne voterez pas la limitation, la diminution du nombre de députés sénateurs. Ça vous convient pas ? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que là, pour ça... 60 députés élus à la proportionnelle, ça ne vous convient pas ? Ça, là-dessus, on peut en parler. Mais Pourtant, revenir... vous avez défendu la proportionnelle toute votre vie politique. Moi, jamais. Mais... Vous, jamais, mais enfin, votre parti. Mais mon parti, oui, c'est vrai. Mais ça, là-dessus, on peut en discuter. Sur le nombre de parlementaires, pourquoi ça n'est pas possible ? D'abord, nous sommes, parmi les pays européens, nous représentons nos députés, actuellement, on représente 110 000, en gros, habitants. C'est la moyenne basse. Enfin, moyenne basse en Europe. Partout ailleurs, on représente en réalité moins de monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez des députés qui sont demain avec une expression qui représente qui est le double,
Eh bien, la proximité que vous avez avec vos électeurs, elle disparaît. Moi, je m'honore d'être un parlementaire qui est présent sur le terrain, qui rencontre les gens chaque semaine, qui les voit, qui les écoute, qui les entend, qui peut les recevoir, qui peut aller aux manifestations sur son territoire, qui est présent, qui est physiquement présent. Si demain vous me dites que ma circonscription, c'est le double, si dans d'autres départements, il y a des gens qui... dans des départements peu peuplés, vont avoir des territoires qui vont faire 600, 700 communes, qui vont être à cheval sur 2 départements. Comment voulez-vous qu'ils puissent continuer à représenter les Français? Comment voulez-vous qu'ils continuent à les entendre? Or, un élu, c'est pas simplement quelqu'un qui a des idées pour lui-même, c'est quelqu'un qui est en permanence en train d'interagir avec les gens, qui doit les écouter. Moi, si je n'avais pas eu pendant les 5 ans des gens qui m'avaient tiré par la manche en me disant « Écoutez, monsieur le député, écoute Olivier », ça marche pas. Est-ce que je l'aurais compris? Moi, j'ai pas la science infuse. Je suis forcément, avec mes 2 grandes oreilles, à l'écoute de ceux qui m'ont élu et parce que je suis aussi leur porte-parole. Votre victoire, la victoire du Parti Socialiste en Haute-Garonne, de votre candidat, c'est un signe? C'est un signe, mais il faut le prendre pour ce qu'il est. D'abord, la reconnaissance d'un député, Joël Aviragnet, une présidente de région, Carole Delga, la présidente de département, Georges Méric, qui ont sur ce territoire-là, montrer ce qu'était la gauche. Et donc, il y a encore des gens pour se mobiliser pour une gauche que l'on comprend, qui est incarnée et qui, finalement, fait encore envie. Et puis, il y a aussi d'autres endroits où la gauche est moins identifiée. On a un parti, celui de la rue de Solferino, qui a été disqualifié semaine après semaine et qu'on a du mal à comprendre et qu'on a du mal à retrouver. Et donc, il y a des circonscriptions où on fait 2%, d'autres où on fait 70%. Ça prouve qu'il n'y a pas de règle absolue, mais ça prouve aussi l'effort que nous devons produire pour retrouver la confiance des Français. Un nouveau QG bientôt, 1000 mètres carrés, je crois. Vous cherchez 1000 mètres carrés dans Paris? Oui, dans Paris? Près des gares. Près des gares. Pour pouvoir permettre à ceux qui viennent de province de le faire dans de bonnes conditions. Votre épouse était conseillère d'Emmanuel Macron, chargée des droits de l'homme jusqu'en février. Elle a dû démissionner? Elle a dû démissionner? Absolument pas. Elle est partie? Elle est partie parce qu'elle avait la volonté de partir avec Audrey Azoulay, devenue directrice générale de l'UNESCO. Rien à voir avec votre positionnement politique ou... Rien à voir. Et je vous le dis très franchement, j'aurais parfaitement assumé le fait d'avoir une femme qui soit au cabinet d'Emmanuel Macron. Non pas que je sois moi-même macroniste, mais simplement parce que j'assume le fait que nous sommes au XXIe siècle et que les femmes ne dépendent plus des hommes. Votre femme, à vous, Jean-Jacques Bourdin, elle ne dépend pas de vous et c'est heureux. Non. Elle a une carrière professionnelle qui la rend libre. C'est très bien comme cela. Et moi, je m'honore d'avoir une femme qui fait des choix personnels. Et je n'ai absolument ça vous a irrité avec ça. Ce qui m'a irrité, ce qui a été écrit autour de cela. Ce qui m'irrite, c'est qu'à chaque fois qu'elle a un boulot, à chaque fois, la presse en parle comme si c'était lié à moi. Vous savez, elle a plus de diplômes que moi. Elle a fait les grandes écoles que je n'ai pas faites. Elle a une carrière professionnelle qui l'a menée dans des endroits très différents. Et elle est formidablement intelligente. Et il y a des gens qui le reconnaissent et qui le savent. Et bien, tant mieux pour eux, parce qu'ils ont cette chance-là de travailler avec elle. Voilà. Et c'est très bien qu'il y ait des femmes qui mènent leur vie indépendamment de leur conjoint. Merci Olivier Faure d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h55. Vous êtes sur RMC BFM TV. Demain, le Premier ministre sera à votre place de 8h30 à 9h.